Alors, dans cette vidéo, je vais faire une étude de cas de l'entreprise EcoBank Transnational Incorporated, donc ETG. Et ça, c'est un premier point. En second point, je veux parler de la sous-valorisation de l'entreprise sur la BRVM et sur les autres bourses d'ailleurs, et essayer de trouver des raisons qui pourraient expliquer cela. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Déjà, je tiens à préciser ici que je considère l'entreprise ETG comme un grower. Donc, j'ai fait une vidéo passée où j'expliquais les différentes catégories d'actions qu'on pouvait rencontrer sur les marchés financiers. Il y en a 6. Suivant une classification faite par Peter Lynch, je vous conseille de voir cette vidéo-là pour mieux comprendre. Et donc, étude pour moi, c'est un grower. On va voir avec le taux qu'on a calculé si c'est un fast grower, un slow grower ou un stalwart. Et je tiens aussi à préciser ici que je ne m'intéresse pas à la solidité financière de l'entreprise, au contexte sociopolitique du pays où l'entreprise exerce et bref, à des, comment dire, des données qualitatives. On est d'accord? Je ne m'intéresse pas à comment dire, ces données-là, pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce qu'on ne peut pas parler de tout ça dans la vidéo ici. Et normalement, après ce que nous allons voir dans cette vidéo, la prochaine étape, justement, ce serait d'aller vers ces données-là. Alors, donc, là, je suis sur le site de Sika Finance et ce que je vais faire ici, étant donné que c'est un gros, je vais calculer le ratio PEG, le ratio de Lynch. Alors, le PEG ratio sur 2017 en utilisant des données de 2017 à 2021. Et donc, je vais lancer la calculatrice de Google. OK. Et donc, le ratio PEG, c'est quoi? C'est un ratio en fait qui compare le pair de l'action à son growth rate. Donc, le pair de l'action actuellement, nous l'avons à 1,87 et le growth rate, nous pouvons le calculer en utilisant les données qui sont là. C'est-à-dire 226 milliards de bénéfices, c'est 226 milliards en 2017 et 298 milliards en 2021. Donc, nous allons calculer ça en utilisant la formule des intérêts composés. Alors, ou plutôt une variante de la formule des intérêts composés pour pouvoir calculer ça. Parce que la formule standard elle-même vous permet de calculer une valeur finale d'une quantité qui croît de manière exponentielle. Ce que nous voulons calculer ici, c'est le taux de croissance annuel moyen d'une quantité, d'accord, sur une certaine période. Donc, c'est une variante de la formule. Donc, la valeur finale ici, c'est 198,151. Je mets 198,198, bon, je vais tout mettre carrément, divisé par 126,656. 126,656. Et donc, ça fait un gain de 1,56. Donc, le résultat net est multiplié par 1,56 de 2017 à 2021. Ça, cette période-là, 2017 moins 2021, ça fait 5 plus 2. Ouais, c'est 2021. Ça fait 4 plus 1, ça fait 5 ans. Alors, ça m'a étonné que ce ne soit pas 2022. Donc, nous n'avons pas encore les données de 2022. OK. Alors, donc ça fait 4 plus 1, ça fait 5 ans. Donc, je vais faire puissance 1 divisé par les 5. Je sais non que c'est 0,2. Je sais. Et je fais moins 1 pour avoir le taux de croissance. Et c'est de 9%. 9,36. Alors, donc le père Groucho veut comparer les 9,36% en question. 9,36, on va considérer au pair 1,87. On est d'accord? Donc, je peux faire le calcul. Je peux calculer le pair 1,87 divisé par 9,36. Et on voit qu'on a un PEG ratio de 0,19, disons même 0,18 là-bas. Alors, le seuil que Peter Lynch voudrait, lui, c'est 0,5. Si on a un PEG inférieur à 0,5, c'est que l'action est sous-évaluée et intéressante. Nous avons 0,2, donc c'est très, très intéressant. On est d'accord? Normalement. Je dis normalement ici parce qu'il y a des considérations à prendre en compte. Et c'est justement ce que je vais aborder dans cette deuxième partie de la vidéo. Alors, historiquement, ça c'est le coût de l'action sur quoi?
de 2015 à 2003, là, actuellement, janvier 2015 et janvier 2023. Et ce que vous constatez ici, c'est que l'action est en déclin, on est d'accord, c'est en train de décroître, mmh, de manière générale. Alors, ici, ce que nous avons calculé le père Gauchot, c'est quelque part dans cette zone-là, nous avons calculé 0,2. Mais si vous refaites les calculs, en fait, dans cette zone-là, vous allez tout simplement constater que, heu, l'action était déjà intéressante à cette époque-là. Donc, pour une raison ou pour une autre, 5 ans après que l'action ait été bien intéressante à cette époque-là, 5 ans après, on est toujours en enfin, la correction ne s'est pas effectuée, donc on est toujours en train de dire littéralement que l'action est intéressante, mais la correction ne s'est jamais effectuée. Une période de 5 ans. Je précise qu'en bourse, 5 ans, c'est suffisant pour savoir si vous avez tort ou si vous avez raison. Donc, si vous détenez une position et qu'après 5 ans, vos convictions ne se sont toujours pas réalisées, c'est peut-être faut enfin, même sérieusement envisager que vous êtes trompé et que, il faut sortir de la position. 5 ans, c'est suffisant, pour savoir si on a tort ou si on a raison en bourse. Alors, c'est largement suffisant même. Alors donc, soit quelqu'un qui a acheté ici n'avait pas compris quelque chose, que les chiffres ne racontaient pas toute la vérité, qu'il y avait quelque chose qu'il ne connaissait pas et qui justifie que l'action soit toujours en déclin sur les 5 prochaines années, ou bien c'est tout simplement le marché qui est irrationnel. Pendant 5 années consécutives. Et ça, je ne crois pas. 5 années, c'est. Je ne crois pas que la BFM ait été irrationnelle sur 5 années comme ça. Je crois plutôt qu'il y a quelque chose que qu'un investisseur particulier, excusez-moi, ne sait peut-être pas. Et que les institutionnels savent et qui justifie que l'action soit à ce prix-là. Et je précise ici que ce n'est pas seulement à la BFM que l'action coûte aussi bas. Donc, sur le marché, boursier du Nigeria, l'action cote aussi bas. Sur le marché boursier de du Ghana, l'action cote aussi bas. Donc, enfin, je crois sérieusement qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas. Bref. Alors, j'ai fait des vidéos passées où j'ai vu des commentaires, j'ai vu quelqu'un qui essayait d'imputer ça, cette réalité-là, au fait que l'action ne paye pas ou n'est pas généreuse en dividendes, hein, comme on aime souvent le dire sur la BRVM. Donc, je viens dans cet onglet-là de Riche Boost. Ouais, bon, je ne l'ai peut-être pas dit, mais depuis là, je suis sur Richboost. Là aussi, je suis sur Richboost. Alors, donc, là, je viens dans cet onglet-là de Richboost et je vois les dividendes sur les 10 dernières années. Et je me rends compte que sur les 10 dernières années, ils n'ont payé que 2 dividendes. Un dividende pour l'exercice 2015 qui a été versé en 2017, donc avec assez de retard. Et un dividende de 2021 qui a été payé l'année prochaine, 2022. Là, on est dans les codes. Donc, seulement 2 dividendes sur les 10 dernières années. Donc, peut-être qu'il a raison. Peut-être que celui qui essaye de justifier cette réalité-là a raison, peut-être pas, je ne sais pas, mais je veux remarquer ici que, alors là, en 2015, c'était 28 avril 2017 que les dividendes ont été finalement payés. Je viens ici. En 2017, 28 avril, donc disons quelque part au milieu de l'année, presque, je fais un truc comme ça. On est d'accord? Donc on voit bien que dans cette zone-là, il y a eu un fort volume. Je suppose que c'est les dividendes qui ont fait ça. Et ensuite, en 2000, je suis là. En 2021, les dividendes de l'exercice 2021 étaient payés en mi-2022. Mi-2022, 2022, on est là, donc on est, oh sorry, bon, on est quelque part là. J'ai peut-être un peu trop mal fait le truc. Je vais essayer de corriger. Mi, puis là, on est en juillet, donc quelque chose comme ça. Ok, donc les dividendes ont été payés quelque part là. On est d'accord? Donc, hmm, là, on voit après les dividendes, il y a eu une légère hausse. Donc, en fait, c'est pour comment dire, rappeler ici que les dividendes n'ont pas vraiment un impact sur le coût d'une action sur le long terme. Donc, je ne vois pas, sur le long terme, on ne voit pas un changement drastique après qu'ils aient payé ces dividendes-là. Après une longue période d'absence de dividendes, on ne voit pas vraiment un changement. Et là, il y a une légère hausse, mais je veux peut-être faire ça. Et là, on peut voir que c'était à 16 et là, c'est monté à 19. Alors, il y a peut-être un truc intéressant ici, c'est cette montée-là.
Ça, c'est quand l'action est passée de 13 à 2000, enfin à 21. On a tous été témoins de ça, donc voilà quoi. Donc oui, je ne crois pas que les dividendes, que cette théorie, que l'absence des dividendes ait fait en sorte que l'action soit, enfin, n'ait pas été correctement valorisée sur les marchés. Je n'y crois pas vraiment. C'est peut-être vrai, mais je dis que je n'y crois pas vraiment. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, vous, est-ce que vous connaissez, enfin, vous avez des informations qui permettraient d'expliquer ça, ou, si, ou est-ce que vous croyez aussi que c'est les dividendes qui maintiennent cette action-là à cette sous-évaluation-là, qui maintiennent cette action dans sa situation de décote? Alors, un autre point qui fait que je ne crois pas que ce soit les dividendes qui expliquent cette situation, c'est tout simplement que dans une vidéo passée, j'ai essayé de faire deux listes. Une première liste qui faisait un classement des entreprises les plus généreuses en dividendes sur la BRVM et une seconde liste des entreprises qui ont le plus performé pendant, je ne me rappelle plus si c'était les 5 dernières années ou je ne sais plus quoi, mais les deux listes étaient sur la même période. Alors, donc, j'ai essayé de voir est-ce que c'est les dividendes qui payent le plus de dividendes, donc celle de la première liste, qui se retrouve aussi à performer le mieux sur cette même période. Et la réponse était clairement non. Il y avait sur 10 entreprises, les 10 premières du classement, des deux côtés, une seule entreprise qui était commune aux deux listes, et c'était CFA Motors. Donc, il n'y a aucune évidence en fait que ce soit la BRVM, les entreprises les plus généreuses en dividendes sont aussi celles qui performent le mieux. Donc non, je ne crois pas en cet argument-là. Mais dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez d'autres faits qui justifient ça? Ou bien est-ce que vous croyez que c'est justement les dividendes qui maintiennent cette situation pour Études TG? Ciao.